Ok, on va aller chercher une image sur le web. Donc, je vais taper par exemple street et public domaine entre guillemets. Je vais demander. Alors, euh, quand on veut vectoriser, parce que c'est ça que j'ai en tête, je veux vectoriser le décor, je veux en faire quelque chose de graphique. Vous n'avez pas besoin d'un décor qui a beaucoup de pixels. D'ailleurs, s'il a beaucoup de pixels, Illustrator, si vous essayez de vectoriser le décor, il va vous dire que ça risque d'être lent et ça fonctionnera mieux sur une image qui a moins de pixels. Donc sachez-le, vous n'êtes pas limité. Si vous avez en tête de transformer le décor en une espèce de dessin, vous n'êtes pas obligé de prendre des images de très haute qualité au niveau du nombre de pixels. Donc dans ce cas-ci, j'ai tapé street et public domain, mais je ne vais pas dans les outils de recherche indiquer que je veux des images de au moins 2 mégapixels, etc. Non, ça je laisse comme ça. Ok, alors c'est là qu'il faut que je trouve quand même une image qui... oui, l'image de la neige, là, ça pourrait être bien. Street public domain, je vais tester l'image ici de la neige et on va voir ce que ça donne si on met la voiture dessus. Il faut se poser la question, est-ce que la voiture, ça va pas trop choquer si je la mets dans cette image? Autrement dit, c'est ça, le même angle. Parce que c'est pas de la 3D, il faut que les décors au départ, les angles correspondent. C'est pour ça que quand vous faites vos propres photos pour faire vos illustrations, vous avez intérêt à en faire un maximum. Vous avez l'idée de mettre une voiture dans un décor, et bien prenez la voiture sous plein d'angles différents, en hauteur, vous vous mettez plus bas, plus haut, vous tournez autour de la voiture. À notre époque, les images numériques, ça ne coûte plus rien. Il fut une époque où chaque fois qu'on appuyait sur le déclencheur, ça coûtait 1 euro, quoi, à peu près. Hein. Maintenant, ça ne coûte plus rien, donc on n'a plus d'excuses. Même chose donc pour le décor. Vous prenez le décor sous plein d'angles différents, et donc vous êtes sûr qu'il y aura au moins deux des éléments deux des images, l'image du décor et l'image de la voiture, qui iront très bien ensemble au niveau correspondance des perspectives. Donc voyons un peu la voiture que j'ai ici. Elle est photographiée en pointant l'appareil photo vers l'horizon, mais on voit le dessus du capot, ça veut dire que c'est quand même une vue plongeante. Logique, c'est une petite voiture. Et mon image de neige, j'ai la possibilité de... oui, cette partie-là, elle est quand même... on la voit quand on regarde vers le bas. Donc si je mets ma voiture à cet endroit-là, il y a beaucoup de chances que ça ne va pas trop choquer, ça va passer. Donc voilà, il faut penser à ça. Et la correspondance des angles. Par exemple, mettre ma voiture dans cette image en contre-plongée, ça n'irait pas du tout. D'abord, j'ai pas de sol pour la mettre, pour la poser, et en plus, l'image, elle pointe vers le haut, l'appareil photo pointe vers le haut, ça ne va pas. Ok, alors je vais prendre celle-là, donc je contrôle-clic dessus, et je vais l'afficher en grand et l'enregistrer. Alors ça prend un peu de temps pour la télécharger parce que c'est du lourd. Et d'ailleurs, on va devoir à un certain moment la réduire. Vous allez voir que Illustrator va nous mettre le fameux message qui va nous dire que, attention, ça risque d'être lent sur cette grande image. Je vais quand même télécharger cette image-là avec les pixels qu'elle a là. Bon, ça a pris du temps, mais finalement, elle est là. Je l'enregistre donc dans le dossier d'aujourd'hui. J'ai appelé ça neige. Je l'ouvre dans Photoshop. Et je l'enregistre au format Photoshop. Donc neige.psd. Et dans Illustrator, je vais l'amener en faisant fichier importer. Neige.psd sous forme liée, c'est important. Voilà, cliquez, glissez, et voilà mon image. Elle est là. Alors voilà, cette image, je vais la placer sous la voiture et son reflet de ciel, hein, évidemment. Bon, ben, ça donne pas trop mal. Et encore, là, j'ai pas repositionné la voiture dans le décor.
Donc si vous avez une image qui n'est pas nette, c'est pas grave, parce qu'on va de toute façon la vectoriser et on va en faire un graphisme. Et donc si l'image faisait même 400 pixels sur 600, c'est bon, ça peut passer. De toute façon, on va devoir diminuer son nombre de pixels. Bien. Alors, pour pouvoir déplacer éventuellement la voiture dans le paysage, je vais mettre les deux choses dans un groupe, c'est-à-dire l'écrêtage, donc le masquage de la voiture, et le masquage du ciel. Attention, il faut qu'ils soient tous les deux déverrouillés, donc pas de verrou. Il faut tous les deux qu'ils soient déverrouillés. Je les active tous les deux. Clic, majuscule, clic. Je les sélectionne tous les deux, excusez-moi. Avec la cible, voilà. Je les sélectionne tous les deux avec les cibles. On n'est pas dans Photoshop. Clic, majuscule, clic sur les cibles. Donc tout est sélectionné, le ciel, la voiture, et je vais demander menu objet, associé. Menu objet, associé. Et ça me fait un groupe que je peux renommer là si je veux. Voiture et son ciel. Et donc dans ce groupe, j'ai la voiture, le masque, avec évidemment dedans ce qui sert de masque et l'image originale de la voiture. J'ai le ciel, avec évidemment ce qui sert de masque pour le ciel et l'image originale du ciel. Donc j'ai regroupé les deux dans un groupe qui s'appelle voiture et son ciel grâce au menu objet associé. Ça ne change rien du tout à ce qui se passe dans l'image, c'est juste une facilité pour déplacer et sélectionner des éléments, les groupes. Là, à partir de là, il suffira, quand je veux bouger la voiture, que je clique sur la cible ici, ça sélectionne l'entièreté de ce qui est dans le groupe. Et donc, je n'ai qu'à déplacer, et c'est tout qui se déplace. Voilà. Donc ça, c'est bien, c'est facile. Bon. Au niveau des photomontages, vous connaissez le système. Si je mets la voiture comme ça, on considère que la ligne d'horizon, ce qui est au niveau de la ligne d'horizon, vous la voyez la ligne d'horizon là? Ce qui est au niveau de la ligne d'horizon, on la voit mieux si je fais comme ça en fait. Voilà. Ce qui est au niveau de la ligne d'horizon a la même hauteur que le spectateur qui se tient debout. C'est-à-dire que ma voiture, vue comme ça, à l'endroit du rétroviseur, elle fait à peu près 1,70 m. D'accord? Donc ça se voit qu'elle est super grande. C'est quasiment un autobus là. Cette même voiture placée sous la ligne d'horizon, c'est la hauteur du capot maintenant qui fait à peu près la... Ben non, il est même sous la ligne d'horizon, le capot. Je veux dire le toit. Il est sous la ligne d'horizon, donc la voiture fait à peu près 1,50 m là. C'est la perception qu'on en a. Donc c'est ça l'astuce, hein. Il faut tenir compte de la ligne d'horizon. Si vous mettez un élément qui dépasse par-dessus la ligne d'horizon, on considère qu'il fait plus qu'un spectateur qui se tient debout, la hauteur des yeux du spectateur qui se tient debout, et un spectateur moyen fait 1,70 m à peu près. Si je mets la voiture ici, bah là, elle paraît minuscule, c'est quasiment une voiture jouée. Pourtant, elle ne change pas de taille, c'est juste une perception de la voiture dans le décor. Donc ça, au passage, c'était l'occasion d'en parler, il faut faire attention à ça. La ligne d'horizon, par rapport à la ligne d'horizon, en supposant évidemment qu'on a affaire à des photos où on photographie en pointant l'appareil photo vers l'horizon. Ce n'est pas vraiment une photo où l'appareil plonge vraiment beaucoup ou est en contre-plongée beaucoup, hein. Sinon ça change tout. Ok. Alors, je vais enregistrer le document ici. Il ne faudrait pas perdre ça.